Le Ballon d'Or a-t-il encore un sens? Le Ballon d'Or a-t-il encore de la crédibilité? Faut-il supprimer le Ballon d'Or? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Jeudi passé, Robert Lewandowski a reçu le trophée de The Best, récompensant le meilleur joueur de la saison. Je me suis dit alors que c'était l'occasion pour parler aujourd'hui des récompenses individuelles dans le football, en particulier de la plus prestigieuse d'entre elles, j'ai nommé le Ballon d'Or. C'est vrai que, personnellement, j'avais un peu tendance à rester en marge de ces débats-là. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait empoigner le taureau par les cornes, qu'il n'y avait pas de mauvais sujet, qu'on pourrait dire des choses intéressantes au sujet de ce trophée. Un trophée qui est décrié par certaines personnes, critiqué au point que ces personnes formulent des demandes de suppression du Ballon d'Or. Alors, faut-il supprimer le Ballon d'Or? En premier, on va examiner les arguments en faveur de cette thèse-là, ensuite les arguments en sa défaveur, et en fin de vidéo, je vous livrerai mon verdict. Le premier argument qui va à l'encontre du Ballon d'Or, c'est qu'un trophée individuel dans un sport collectif a très peu de sens. C'est d'ailleurs une critique qu'a formulée Arsène Wenger, ce qui l'amène à dire qu'il est complètement contre le Ballon d'Or. Et surtout, en football, un sport qui se joue avec autant de joueurs. À la différence de sports collectifs comme le water-polo, le basket ou le hockey, le football se joue à beaucoup de joueurs et c'est impossible qu'un joueur se soustrait à l'importance du collectif. Même les joueurs qui sont tellement bons, généralement les candidats au Ballon d'Or, dont on a parfois l'impression qu'ils se situent au-delà de la tactique, sont dépendants du collectif et des mises en place tactiques ou au moins de la qualité individuelle de leurs coéquipiers. On a souvent entendu, oui, mais Lionel Messi, il est dépendant de Xavi Iniesta, oui, mais Cristiano Ronaldo, il est dépendant des centres de Marcelo, de Carvajal, etc. Mais j'espère bien, parce que sinon, ce ne serait pas du football si un joueur n'était pas dépendant de ce que font ses coéquipiers. Évidemment que lorsque Cristiano Ronaldo gagne son premier Ballon d'Or en 2008, il doit une fière chandelle à ses coéquipiers, des coéquipiers qui forment l'une des meilleures équipes de l'histoire de Manchester United. Évidemment que lorsqu'il gagne ses Ballons d'Or suivants, il doit remercier Luka Modric, Toni Kroos, Benzema, Marcelo, etc. C'est pas la même chose que ce soit Luka Modric qui vous serve un centre en finale de Ligue des Champions parce que le Croate a débordé son adversaire, a pénétré dans la surface et vous offre un ballon parfait au premier poteau, que ce soit Danilo qui vous serve un centre à 25 mètres des buts parce qu'il ne sait pas trop quoi faire du ballon, alors comme il ne sait pas quoi faire, il centre. Évidemment que Lionel Messi a bénéficié du talent de Xavi et Iniesta. C'est Pep Guardiola qui disait « Lorsque Messi sera trouvé dans la surface, on gagnera nos matchs ». Pour qu'il soit trouvé dans la surface, il faut que des joueurs aient fait le travail préalablement et ça c'est extrêmement difficile, il faut des joueurs de grande qualité pour le faire. Évidemment que Messi a été dépendant à un moment donné de Dani Alves, de Xavi Iniesta, de Neymar, de Luis Suarez, etc., etc. Sans eux, il n'aurait pas marqué le même nombre de buts, il n'aurait pas brillé autant et on le voit d'ailleurs dans le Barça actuel. Il faut aussi mentionner que les espaces se sont réduits ces dernières années, on n'est plus dans les années 80 où un joueur peut faire la différence à lui seul. Bref, un joueur est absolument dépendant de ses coéquipiers, tout bon joueur qu'il soit, et c'est ce qui amène certains à dire que le Ballon d'Or, c'est la négation même du collectif. Un autre argument contre le Ballon d'Or concerne le système de vote et les votants. C'est vrai que dans l'histoire du trophée, on a eu certains votes extrêmement étranges. C'était surtout le cas lorsque la FIFA organisait le trophée conjointement à France Football et faisait voter notamment les sélectionneurs et les capitaines de sélection. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des votes comme celui de Cristiano Ronaldo qui avait mis sur son top 3 Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodriguez, ses coéquipiers en club. Quelle surprise! Ou une autre année, il avait voté pour Falcao, représenté par le même agent que lui, Gareth Bale et Mesut Özil. Lionel Messi, lui, sans surprise, il avait voté pour Iniesta, Luis Suarez et Neymar, et Sampaoli, à l'époque sélectionneur du Chili, avait voté pour Messi, Arturo Vidal et Alexis Sanchez, deux Chiliens. Heureuse coïncidence. Et même du côté des journalistes, même depuis que France Football a récupéré intégralement l'organisation du trophée, on a droit à certains votes absolument légendaires. Suffit de regarder l'année passée où un journaliste sri-lankais avait voté pour Trent Alexander-Arnold comme Ballon d'Or, ou l'année passée encore, Alisson Becker avait été élu Ballon d'Or par un journaliste de la Côte d'Ivoire et un autre du Guatemala. Le meilleur cas, je crois que c'est celui du Bhoutan, journaliste du Bhoutan qui avait éjecté Lionel Messi du top 5 pour y placer 5 joueurs de ce qui doit être son club de cœur, Liverpool. C'est assez particulier parce qu'on suppose que l'intelligence collective, les qualités des journalistes qui supposément regardent les matchs et connaissent le football permettront d'arriver à un consensus. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes joueurs aux premières places,
Mais on peut s'empêcher de penser que certains votes absolument folkloriques ont une incidence sur le résultat final. Alors, c'est le propre de la démocratie, tout le monde vote ce qu'il veut et c'est assez antidémocratique de dire aux gens « vous votez mal », mais n'empêche que ça pose une certaine question et ça remet parfois en question la légitimité du trophée. Autre argument en défaveur du Ballon d'Or, le lobbying. C'est vrai que depuis quelques années, à l'approche du trophée, on assiste à une multiplication d'interviews de la part des joueurs qui convoitent le trophée. Ils sont véritablement en opération séduction et c'est ce qui fait dire à certains que c'est devenu un trophée beaucoup trop marketing et c'est pas normal que le Ballon d'Or soit entouré de cet esprit pas forcément très noble et c'est pas normal que le titre soit attribué à celui qui aura mené la meilleure campagne électorale, si on peut dire. On n'est pas dans une optique comme celle des Oscars ou des Grammys où vraiment là c'est quasiment que du relationnel qui compte, mais il y a quand même ça qui joue. Cet argument, il entraîne énormément de désamour autour du trophée et c'est un argument de poids, mais c'est pas un argument qui pèse autant que le suivant, celui des critères et du fait que le Ballon d'Or soit attribué au terme de l'année civile. Les critères du Ballon d'Or, c'est sûrement ce qui cause le plus de débats, le plus de controverses, parce que ces critères, personne n'est au clair à leur sujet. Les voici. Numéro 1, performance individuelle et collective pendant l'année. Numéro 2, classe du joueur, entre parenthèses, talent et fair play. 3, carrière du joueur. Ça veut absolument tout et rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, honnêtement. Performance individuelle et collective pendant l'année. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antinomique, une dualité absolument insoluble dans ce premier critère-là? Qu'est-ce qu'on récompense? Le nombre de buts? Le nombre de titres gagnés? Est-ce qu'on récompense le meilleur joueur de l'année ou le meilleur joueur du monde? Et pourquoi aussi est-ce qu'on attribue tant d'importance à un tournoi comme la Ligue des Champions qui se joue uniquement sur 13 matchs ou alors à la Coupe du Monde, un tournoi qui se joue sur un mois et sur 7 matchs uniquement? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'importance donnée à ces trophées-là? Personne ne comprend, tout le monde est perdu. Et puis il y a cette étrangeté qui consiste à attribuer le trophée à la fin de l'année civile, ce qui fait qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux performances produites durant l'automne. Il y a véritablement un biais de proximité qui est à l'œuvre ici. Ce biais de proximité, on le retrouve d'ailleurs dans toutes les élections. En politique, le grand truc, c'est de prendre les mesures les moins impopulaires lors de la dernière année du mandat parce qu'on sait pertinemment que les votants attribuent plus d'importance à l'année qui précède les élections qu'aux autres années. Et ce biais de proximité, on le retrouve dans le football et il est illustré par cet exemple, Cristiano Ronaldo contre la Suède en 2013. 2013, éliminatoire pour accéder à la Coupe du Monde entre le Portugal et la Suède. Cristiano Ronaldo sort 2 matchs absolument fantastiques et je pense que ça a eu véritablement un rôle dans la formation de l'opinion publique. C'est possible que les votes du Ballon d'Or aient déjà été rendus avant ces éliminatoires-là, mais autant avant ces 2 matchs-là, il y avait débat, autant après la performance de Cristiano Ronaldo contre la Suède, pour l'opinion publique, il y avait plus grand débat possible. Passons à présent aux arguments en faveur du Ballon d'Or et le premier argument, c'est un argument qui selon moi témoigne de quelque chose de très humain, ce besoin de comparer et ce besoin de savoir qui est le meilleur. Ces discussions au sujet de qui est le meilleur, on les a toujours et dans tous les sports. Qui est le plus grand entre Federer et Nadal, Schumacher et Hamilton, Rossi ou Nieto, Michael Jordan ou LeBron James? Ce besoin de savoir quel est le meilleur joueur, on le retrouve en basket, en hockey sur glace, en football américain avec le titre de MVP. Le football américain, c'est l'un des sports les plus collectifs qui soit et pourtant, ce trophée de MVP, c'est l'un des trophées qui est le plus important. On n'imagine pas la NFL sans le trophée de MVP. On a ce besoin de hiérarchiser, de catégoriser, d'organiser le réel qui se retrouve aussi, j'ai l'impression, au travers de ces discussions au sujet du Ballon d'Or. Et le deuxième argument, il porte justement autour de ces discussions. Le débat, la discussion. Ça fait vivre le football malgré tout. Ça entretient le football. Imaginez si plus personne ne s'écharpait au sujet du football. Ce serait un mauvais signe. Ça voudrait dire que le football intéresse moins les gens, est moins vivant. Alors c'est vrai que les discussions au sujet du Ballon d'Or ne sont pas toujours les discussions les plus qualitatives qui soient, on tombe vite dans les caricatures lors de ces débats-là, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait partie intégrante du football, que ça nous plaise ou non. Je comprends que ça puisse pas nous plaire, encore une fois, parce que la qualité des débats n'est pas toujours là, mais ça fait partie intégrante du football. Aussi, le Ballon d'Or, c'est une institution et c'est quelque chose de très positif en soi. Ça permet de reconnaître publiquement, d'acter, d'institutionnaliser la grandeur d'un joueur.
même si on se comprend, un grand joueur n'a pas besoin du ballon d'or pour que sa grandeur soit reconnue. Il y a quelque chose de beau à voir le monde du football, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs entraîneurs du monde, les légendes se réunir le temps d'une soirée pour une cause commune autour de l'attribution d'un prix. C'est assez symbolique, je trouve. Et enfin, on arrive au dernier argument, celui qui soutient mon avis définitif, mon verdict. C'est pas parce que le ballon d'or contient des dysfonctionnements qu'il faut l'abolir, qu'il faut l'abandonner. Des échanges qu'on a pu avoir sur Twitter et sous mon post YouTube, c'était un avis qui dominait aussi de votre côté. Parmi les réformes, parmi les adaptations qui me convainquent le plus, la première, c'est d'arrêter de donner ce trophée à la fin de l'année civile. Ce serait peut-être intéressant de le donner à la fin de la saison tout simplement, ou même peut-être avant la fin de la saison pour pas que les titres qui dépendent encore une fois vraiment du collectif conditionnent l'entier de l'attribution du prix. Et puis l'autre adaptation, et celle-ci je pense qu'elle est nécessaire, c'est de clarifier les critères, d'avoir des critères beaucoup plus clairs, ou alors tout simplement d'abandonner les critères et d'assumer que ce prix est un prix subjectif, qu'il n'y a pas une objectivité qui n'existe d'ailleurs pas à aller chercher là-bas derrière. Je pense aussi qu'avec la fin de la domination de Messi et CR7, ce prix risque de retrouver une incertitude perdue durant de nombreuses années. Davantage de candidats seront susceptibles de remporter la mise et peut-être pas que des attaquants, peut-être pas que des joueurs offensifs. En définitive, ce prix reste un beau prix. C'est vrai qu'il y a des côtés négatifs et qu'on est loin de l'époque où on remettait le ballon d'or à la fin d'un match, on faisait la photo pour France Football dans le vestiaire, merci, au revoir. Il génère beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus de débats, mais ça reste un prix qu'il vaut la peine de maintenir. Ah, et d'ailleurs, une autre chose qui pèse énormément, c'est que si on abolit le ballon d'or, comment est-ce que Vinicius va faire pour le gagner en 2025 ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'imagine que le débat se poursuivra dans les commentaires. Je vous lirai comme d'habitude avec beaucoup d'attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et nous on se retrouve non pas dans une semaine parce que c'est les vacances, mais dans 2 semaines en 2021. D'ici là, passez de très bonnes fêtes, portez-vous bien. Allez, à toutes!